Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps, sur cette chaîne, on parlait d'un potentiel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, piloté par les États-Unis. Et nouveau rebondissement, on apprend que l'acteur européen est totalement effacé de ces possibles négociations. Comment est-ce que vous l'analysez? Je l'analyse assez froidement. Je pense que ce qui se passe avec Trump est tellement bouleversant par rapport à ce qu'on a connu avant, que ça soit pour nos auditeurs, les années 90 avec Clinton et les années 2000 avec Bush fils. Quand je dis 90, après donc Bush père, il y a eu l'ère Clinton très interventionniste, démocrate. Après, il y a eu l'ère néoconservateur, donc des républicains, mais qui partageaient avec les démocrates le globalisme, l'universalisme, le prosélytisme, l'expansionnisme. On a eu en fait une continuation, malgré le fait qu'ils voulaient mettre fin à tout ça avec Obama, un retour au maximum du globalisme avec Biden. On avait l'habitude que l'USAID, que la NED, National Endowment for Democracy, et plein d'ONG officielles ou pas officielles, étatiques ou pas étatiques, américaines, se mêlent de tout, fassent de la promotion démocratique, libérale, partout, etc. On avait l'habitude que l'Amérique, avec 40% du budget de l'Occident global, paye 60% de la défense de l'OTAN. Je répète, avec 40% du budget global de l'Occident, l'Amérique paye 60%, voire 65% de l'effort de défense collectif occidental, donc de l'OTAN, surtout de l'OTAN, mais il n'y a pas que l'OTAN. C'est pareil pour l'Asie. L'Amérique payait plus pour la défense des pays d'Asie alliés que ce qui était proportionnel à son effort global financier. Et donc, on a quelqu'un qui est arrivé, un peu comme Margaret Thatcher dans les années 80, qui disait « I want my money back », et qui l'a obtenu d'ailleurs. Ça, c'est très anglo-saxon, l'épicier contractuel qui dit « Voilà, moi, je veux retour sur investissement ». Là, on a une Margaret Thatcher à la tête de l'Angleterre. On peut faire plein de théories qu'il est naïf, payé par les Russes. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il veut que les Américains aient leur money back. J'ai investi là-dedans, je veux que ça soit rentable. Je paye plus que les Européens dans leur propre défense, c'est pas faire, pour employer un horrible anglo-saxonisme, c'est pas fair play, c'est pas correct. Je veux non seulement my money back, le retour de mon investissement et l'argent que j'aurais pas dû donner, mais en plus, comme ils veulent pas, ils sont habitués, c'est agréable d'être assistés, il faut un électrochoc et je vais leur dire carrément, je les laisse tomber s'ils payent pas plus pour leur défense. Au début, dans le premier mandat de Trump, il disait « il faut que vous alliez jusqu'à 2%, sinon je vous laisse tomber. Tant pis pour vous si vous êtes agressé par la Russie, et je vous laisserai tomber. L'article 5 ne marchera pas. Je suis pas une assurance vie automatique. Tant que vous déboursez pas. » Là, il est monté à 5%. Maintenant, il faut aller jusqu'à 5% de l'effort de défense. Faites au moins autant que nous, sinon je vous laisse tomber. Donc c'est un cataclysme. Les Européens, c'est quand même agréable d'avoir une assurance vie qui paye plus que vous. Qui paye plus que vous-même vous investissez. Et donc, on a pris l'habitude de tout ça, et donc les Européens se retrouvent complètement déboussolés. Pour nos auditeurs, rappelons que quand la France et l'Angleterre, les soi-disant deux plus grandes armées d'Europe, après la Russie bien sûr, mais de l'Europe occidentale, et parmi les 5 premières armées du monde, quand elles ont fait des expéditions, la France au Mali, ou la France et l'Angleterre en Libye, ont eu besoin des avions transporteurs américains et des ravitailleurs en vol. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de faire une opération de plus de 15 jours qui demande des moyens, y compris aériens, sans les avions ravitailleurs ou les avions gros transporteurs américains. Et ne parlons même pas des drones. On est des hommes préhistoriques. En matière de drones, on serait largué en 5 minutes. Les Russes l'ont payé très cher au début de la guerre, ils n'avaient pas assez de drones. En Ukraine, maintenant, ils en fabriquent en masse. Aujourd'hui, aucune guerre n'est possible sans drone. On est en retard sur tout ce qui permet de faire de mener une guerre de haute intensité, et on n'a même pas la production de munitions nécessaires. Je répète juste que les Russes produisent à eux seuls en un an à peu près 3 fois ce que tout l'Occident est capable de produire. Et donc, on est complètement largué au niveau de l'effort de défense. Donc, ça ressemble beaucoup à quelque chose de velléitaire. Les Européens se réunissent pour dire « on va prendre le relais, on va faire un OTAN européen, une défense européenne ». Certains disent un volet européen de défense. Peu importe comment on l'appelle, certains disent que ce sera européiste.
Donc, grâce à l'Union européenne, avec Van der Leyen qui annonce des grands efforts, etc., d'autres plus réalistes disent que ça ne peut se faire qu'avec les Anglais, qui eux sont en dehors de l'Europe, ce qui montre bien que une défense européenne, ce n'est pas le fruit de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est qu'un traité. La défense européenne, puisque c'est le domaine régalien, hein, pour nos auditeurs, il y a des domaines à la majorité qualifiée, à la double majorité qualifiée pour le processus de décision de l'Union européenne, et il y a des domaines qui sont restés à l'unanimité, puisque l'unanimité, ça marque le critère d'une opération qui reste du domaine souverain de l'État-nation. Or, la défense, elle fait partie des rares domaines réservés à l'État souverain, et la majorité européenne ne peut rien imposer à l'État souverain dans des matières régaliennes comme la défense. Ça veut dire quoi? La défense européenne peut être tout sauf communautaire. La défense européenne ne peut être que le fruit de la volonté des États souverains qui décident qui est leur ennemi et leur ami, qui décide si on va en guerre ou pas, qui décide combien on met dans le budget. C'est pas Van der Leyen qui peut dire aux Européens mettez 5%. C'est l'État européen membre qui va dire moi je mets 5% dans la défense italienne, la défense française, etc. Donc cette défense européenne ne peut être que en fait non européenne. Pas au sens qu'elle n'est pas européenne, mais au sens ce n'est pas l'Union européenne qui peut décider de ce qu'on va faire en matière de défense. Donc tout ce qu'on entend, ce ne sont que des gesticulations. Et voilà, je ne veux pas non plus déborder sur d'autres questions, mais mon premier sentiment, c'est que l'effet de choc a été tel qu'on montre nos muscles, qu'on n'a pas. Des muscles, c'est comme si quelqu'un a des bras tout fins et il montre ses muscles. C'est assez ridicule. Et on fait des gesticulations. Bon, c'est peut-être de bonne guerre puisqu'on est un peu déboussolé. On est loin d'avoir les budgets nécessaires pour faire une défense européenne. Il y a eu les réunions de Paris lundi, puis mercredi, puis suivi jeudi à Paris, donc la réunion d'urgence sur l'Ukraine, où on a dit on va prendre le relais, on va envoyer des troupes, etc. Moi, ça me fait beaucoup rire, et j'arrêterai sur cette première réponse. Ça me fait beaucoup rire parce que les Européens disent nous allons prendre le relais, nous allons continuer l'effort de guerre ukrainien. Les Munichois ne vont pas nous obliger d'abandonner les Ukrainiens. L'Europe prendra le relais. On va envoyer des troupes. On se prépare. Alors tout le monde met des conditions. Les Polonais ils disent pas personne directe en Ukraine. Ce qui est bizarre, c'est que le pays qui est le plus en avance au niveau défense européen, celui qui investit le plus, qui se prépare le plus à la guerre, le plus anti-russe avec les Baltes. Comme par hasard, celui-là, il dit « on n'enverra personne ». Déjà, ça commence bien. Les Anglais mettent des réserves, bien sûr, toujours, c'est conditionné au fait que les Américains soient dans le jeu ou pas. Les Français disent « oui, il faut faire notre propre partition en dehors des Américains ». Les Italiens, c'est mi-figue, mi-raisin, on est avec l'Ukraine, mais en même temps, on se rabiboche avec les Russes. On est contre cet abandon, mais en même temps, on est très, très, très proche de Trump. C'est la préférée de Trump en Europe, Madame Meloni, juste après Orban. Donc, si vous voulez, on fait une réunion pour montrer l'unité, on n'est pas du tout unis. Et on fait une réunion pour dire qu'on va faire autre chose que le plan horrible Trump, qui est un plan munichois. Et qu'est-ce qu'on propose? Ben là, c'est à mourir de rire. L'Europe a proposé d'envoyer des troupes pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Soi-disant, un projet qui serait là pour contrer l'horrible plan de Trump. Et vous avez vu ce qu'a répondu Trump ces derniers jours. Il a dit, ben ça tombe très bien. Moi-même, je veux que les Européens prennent le relais. J'ai pas envie de payer pour l'Ukraine. C'est un problème d'Européens. Ils ont mal géré ça. Ils auraient pu éviter la guerre. Ils ne l'ont pas évité. Moi, j'ai pas envie que les Américains, avec leurs deniers, payent pour prolonger les efforts de sécurité de ces Européens impuissants volontaires. C'est aux Européens de payer. Et depuis le début, Trump a été très clair avec son envoyé spécial Kellogg. Les Européens feront l'effort de garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu qui déboucherait sur une paix durable. Il y aura un gel, en gros, du conflit sur une ligne de démarcation avec une zone tampon, et ce sont les forces européennes qui seront là, qui enverront des hommes et qui payeront pour cela. Alors moi, je pose une question à nos auditeurs. En quoi la décision européenne de prendre le relais et d'envoyer des troupes en Ukraine serait une façon de contrer le plan américain? Trump se frotte les mains. Il dit, dans leur gesticulation contre mon plan, les Européens n'ont fait qu'avaliser ce que je veux qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'ils prennent le relais et donc qu'ils payent et qu'ils prennent aussi le risque d'une guerre avec la Russie. Parce que si on envoie des troupes officielles
Pour l'instant, nos troupes, elles sont là, mais elles sont officieuses. Si on envoie des troupes italiennes, françaises, danoises, baltes, polonaises, anglaises en Ukraine pour sécuriser la ligne de démarcation, qui sera un gel du conflit, s'il y a des viols de cette ligne de démarcation de la part des Russes et qu'il y a des accrochages, un peu comme au Liban, quand la filule subit des attaques soit d'Israël, soit de Hezbollah, eh bien, nous serons directement des troupes françaises, européennes, membres de l'OTAN et de pays de l'Union européenne, ce sera nous qui serons en contact direct avec le Russe. Et comme ce sera des troupes officiellement emmenées en Ukraine, le risque de guerre et de déclenchement de l'article 5 de l'OTAN, mais aussi de l'équivalent européen de l'article 5 de l'OTAN, il est plus contraignant encore, ce sera nous qui serons dans un risque d'implication de guerre avec l'Ukraine, avec la Russie. Et ça veut dire quoi? Le fait que les Américains tiennent beaucoup à ce que les Européens prennent le relais, c'est même pas un relais, envoient pour la première fois des troupes officielles en Ukraine face aux Russes, ça veut dire que les Américains, d'emblée, annoncent la couleur. C'est pas nous qui voulons que nos troupes risquent d'être en confrontation avec les Russes. Ce ne sont pas les Américains qui vont prendre le risque d'un déclenchement de guerre directe avec les Russes. Nous, on restera peut-être même carrément impassible ou neutre. C'est les Européens qui vont devoir lutter contre le Russe. Alors on se demande comment les Européens vont faire peur aux troupes russes sur une ligne de démarcation. Alors là, sans l'aide américaine, puisque l'Amérique a carrément dit qu'en gros, elle ne s'en mêlerait pas, je ne vois pas comment les Européens vont faire peur aux Russes sur une ligne qui va être gelée et qui risque forcément d'être violée. Un cessez-le-feu, un gel du conflit va forcément être précaire, un peu comme on l'a vu au Liban avec le Hezbollah ou avec le Hamas à Gaza. On crée un cessez-le-feu, 24 heures plus tard, il y a déjà des viols du cessez-le-feu. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Mais c'est nous qui seront en zone de contact. Mais justement, même si aujourd'hui les États-Unis ne veulent pas se mêler du conflit, mine de rien, Trump met de plus en plus la pression sur Zelensky pour arriver à cet accord de paix. Oui, parce que Trump, c'est un réaliste. Alors je sais que s'il y a des auditeurs ukrainiens ou très pro-ukrainiens, qu'ils me pardonnent mon cynisme, j'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens, parce que depuis le début, je pense qu'ils meurent pour rien, parce qu'on leur a donné assez pour faire saigner du russe, du Ruskov de base. C'est le truc, vous savez, un de mes supérieurs au SGDN disait souvent les Ruskov et les Popov. C'est comme ça que certains stratèges parlent en Occident. Donc, on va faire saigner du Popov avec le seul qui a de la testostérone en Europe, qui est pas encore tout à fait, j'allais dire, c'est pas péjoratif, hein, les wokistes ne s'énervent pas, qui est encore un peu viril et martial en Europe, c'est l'Ukrainien, avec un peu le Polonais et le Balte, mais les Ukrainiens, c'est quand même, c'est du lourd. Vous savez qu'il y a un proverbe en Roumanie, pour faire peur à quelqu'un qui vous doit de l'argent, en Roumanie, on dit « j'appelle un Ukrainien ». C'est pas des ragots pro-russes, hein, c'est ce que j'ai entendu par des Roumains, des patrons roumains que j'avais rencontrés et français établis en Roumanie. Donc l'Ukrainien, c'est le seul qui peut faire saigner du Popov, du Ruskov. Et voilà, c'est uniquement ça qu'on a fait. L'Occident a utilisé de l'Ukrainien en faisant tout pour que la guerre éclate, pour aller faire saigner du Popov russe, sachant que l'Ukrainien n'aurait pas la victoire finale, que lui-même perdrait au moins autant d'hommes que les Russes, voire plus, proportionnellement. C'est d'un cynisme effrayant. Là, pour une première fois, je vais mettre un peu de morale ou d'indignation. C'est dégueulasse. Mais la géopolitique, c'est cynique. C'est pour ça que nous, les géopolitologues, même quand on n'était pas du tout pro-russe, qu'on ne cherchait pas à faire plaisir à la Russie, la plupart des géopolitologues, enfin les vrais géopolitologues, ceux qui font ça comme métier, donc qui ont un raisonnement assez froid et cynique, et qui analysent les rapports de force de manière parfois effectivement amorale, ça peut choquer ceux qui sont dans une posture, les méchants contre les gentils, nous disions depuis le début, c'est pas du tout munichois aux pro-russes de dire qu'il faut éviter cette guerre. C'est que l'on sait d'avance qu'on a donné assez aux Ukrainiens pour tuer du russe, mais on leur donnera jamais ce qu'il faut pour vaincre les Russes. Et ce qu'il faut, c'était des hommes, maintenant qu'ils en ont plus assez. Leur démographie ne permet pas de mettre beaucoup plus, ils sont à 800 000. On dit 1 million, mais c'est plutôt 800 000 hommes. De l'autre côté, il y a... alors, on dit qu'il y a 800 000 Russes, 1 million d'Ukrainiens, c'est à peu près l'inverse. Il y a à peu près 1 million de Russes et 800 000 Ukrainiens. On sait qu'il faudrait 300 000 hommes aguerris, mais pas des types qui vont surveiller des lignes de loin. Non, il faudrait des troupes d'action opérationnelles capables de cogner
en première file, il faudrait envoyer 300 000 hommes des pays de l'OTAN, que l'OTAN n'est pas capable de réunir, et il faudrait donner une vraie défense aérienne, plus de radars, plus de missiles, plus d'antimissiles à longue portée, plus d'autorisation pour frapper la Russie, et surtout une défense. Il faudrait 300 avions. Si on avait fait ça depuis le début avec un vrai effort, les Ukrainiens auraient pu, non pas forcément vaincre la Russie, mais empêcher l'avancée des troupes russes. Donc, vous voyez, c'est une immense hypocrisie. Et maintenant, on joue au va-t-en-guerre. J'ai été sidéré ces derniers jours de voir LCI. Il y avait même des gens qui disaient il y a peut-être encore une chance que la guerre continue. Je croyais avoir mal entendu. Aujourd'hui, ceux qui ont des belles idées et qui font saigner du Popov avec de l'ukrainien de base de manière extrêmement cynique sont énervés que peut-être la guerre soit terminée bientôt. Mais en fait, les Ukrainiens ne peuvent pas gagner tant qu'on n'envoie pas 300 000 hommes et qu'on donne pas beaucoup d'avions et qu'on fasse pas une zone d'exclusion aérienne et surtout qu'on donne pas 2 à 300 avions de combat aux Ukrainiens, ce qu'on n'a jamais voulu faire. Donc voilà, Paris, c'était une gesticulation qui cache un aveu d'impuissance, mais aussi ceux qui dénoncent d'un point de vue moral le cynisme munichois de M. Trump, eux-mêmes sont d'un très très grand cynisme, parce que eux, ils ne veulent pas mettre fin à une guerre dont on savait que les Ukrainiens ne pouvaient pas finir victorieux, et ils veulent continuer le saignage en fait. Faire saigner du Popov avec de l'ukrainien, les Européens aimeraient que ça continue à se faire. C'est d'un cynisme absolu. Ceux qui dénoncent le cynisme actuel de Trump et des Russes sont d'un cynisme encore pire, parce que là, c'est en plus hypocritement moraliste. Est-ce qu'in fine, les Américains n'ont pas gagné? Parce que là, Trump met la pression sur Zelensky en lui disant que il veut récupérer son argent. I want my money back une nouvelle fois. Oui. Mais sachant que les terres agricoles ukrainiennes, enfin l'agriculture ukrainienne d'aujourd'hui appartient peut-être déjà aux États-Unis. Oui. Alors j'ai des renseignements récents là par un ami italien qui est chercheur, qui habite en Ukraine depuis le début de la guerre et qui est chercheur à l'université de Lviv, Leopoli en italien, Lviv en français, et il me dit que les Américains sont là depuis très longtemps, avec BlackRock, tout le monde le sait. Les Saoudiens ont acheté beaucoup de terres, ça c'est moins connu. Les Chinois ont acheté également beaucoup de terres, ainsi que les Turcs, les Azéris et même les Émirats et les Qataris. En fait, c'est un supermarché. L'Ukraine est un supermarché pour des terres rares, des terres agricoles, des terres noires, pour aussi elle a beaucoup de systèmes hydroélectriques, mais aussi du nucléaire civil avec Rosatom qui équipait tout ça, et bien sûr Westinghouse, la boîte américaine d'énergie atomique civile, est en train de prendre pied aussi depuis déjà 3 ans en Ukraine. En fait, il y a des enjeux énormes. Tout le monde fait ses courses parce que Zelensky, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé la loi ukrainienne et il a permis à ce que l'on puisse brader des terres agricoles, notamment, alors qu'avant, il était impossible, pour des raisons de souveraineté, de laisser des pays étrangers acheter trop de volume de terres agricoles, notamment qui produisent du blé. On sait aujourd'hui que 40%, à peu près 45% du blé ukrainien non occupé par la Russie, donc les terres qui produisent du blé en Ukraine, la partie non occupée par la Russie, plus de 40%, ce sont des filiales de BlackRock, Vanguard et compagnie. J'ai oublié les noms, mais vous pouvez regarder sur Internet, il y a beaucoup de documents là-dessus. BlackRock, Vanguard ont énormément investi à travers des succursales qui ont d'autres noms, et ils ont fait main basse sur les terres agricoles. On sait aujourd'hui aussi qu'il y a un marchandage et une volonté de Trump de rentabiliser son investissement. J'ai rencontré un homme de la CIA qui travaille sur le dossier ukrainien à Paris. Il était de passage à Paris. Il passait de l'administration Biden à l'administration Trump. C'était à peine Trump élu, c'était en novembre, et il me disait, c'est très clair, si les Ukrainiens nous donnent le nom de tous ceux qui nous ont volé de l'argent, qui ont détourné dans des sociétés offshore, il m'a parlé beaucoup de Chypre. J'étais étonné, je croyais que Chypre faisait plus trop ça. Peut-être qu'il a dit Chypre pour pas donner d'autres noms, mais il y a des paradis fiscaux et des zones où on fait du offshoring avec parfois 7 niveaux différents. Vous savez que pour percer un secret, pour obtenir le bénéficiaire d'un montage, il faut une commission rogatoire pour percer le secret, pour obliger le pays à dire qui est bénéficiaire. Mais parfois, vous avez 7, 10 niveaux.
C'est-à-dire, c'est Maurice, Chypre, les îles Vierges, et parfois vous avez sept niveaux différents, de structures différentes, avec des bénéficiaires faux différents. Imaginez, c'est presque impossible à percer. Donc, ce monsieur de l'administration Biden, devenu maintenant administration Trump, me disait, il faudra qu'il nous donne tout, les noms, les montants, et qu'il nous rembourse une grande partie de ce qui n'a pas été claqué. Il faudra qu'il nous rembourse. Mais qu'il cafte, qu'il donne le nom de tous les circuits qui ont détourné des milliards américains. Deuxième condition, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner, en terres rares, en métaux précieux, aussi des contrats pour l'énergie hydraulique, des contrats pour l'énergie atomique civile, avec Westinghouse, la boîte américaine rivale de Rosatom, qui est très présente. Et si on a ces deux conditions, c'est possible qu'on continue à les aider d'une manière ou d'une autre. Il n'a même pas dit c'est sûr. Mais si on n'a pas ces deux conditions, fuck, carrément. Le mec était très cynique. D'ailleurs, il avait vraiment un type... il avait le look, on aurait pu le faire tourner dans Homeland, c'est vraiment le typique américain très cash de la CIA, avec le cynisme américain. Les vrais, en fait, laissent le moralisme de côté. Là, on a le vrai discours cynique américain, parce que souvent, ils annoncent la couleur aux Américains. Et donc, on le savait tout cela. C'est ça qui est en cours. Ce qui est nouveau, c'est maintenant aussi que les Russes, pour motiver encore plus les Ukrainiens de lâcher le maximum d'intérêt, eh bien, les Américains sont en train de négocier avec les Russes, notamment pour le gaz et surtout le pétrole de l'Arctique. Pour nos éditeurs, l'Arctique a beaucoup de pétrole, mais on sera peut-être une future question là-dessus, je ne vais pas trop anticiper. Et la grande partie du pétrole qui est dans l'Arctique, c'est du pétrole sous zone économique exclusive russe. Donc les Américains savent qu'il y a du business possible, notamment la société Exxon, russo-américaine. Et ça met une pression énorme sur les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens voient, mais les Russes ont à peu près ce qu'on a, en terres critiques, en matériaux critiques, en ressources rares, etc., en terres rares ou métaux précieux, mais aussi agricoles, mais aussi en pétrole et en gaz. Ils peuvent offrir beaucoup, eux aussi, aux Américains. Donc ça met une pression. C'est malin ce que fait Trump. Il met une pression sur les deux. Il joue sur les deux tableaux. Qui va me donner le plus d'avantages? Peut-être qu'ils auront d'ailleurs des deux. Il y a deux images qui sont très parlantes, malheureusement, si je puis dire, pour l'Europe. Il y a cette image à la conférence de la sécurité à Munich, oui, où on voit Christophe Euxen oui, fondre en larmes, oui, en louant Volodymyr Zelensky. Et en parallèle de ça, il y a cette conférence avec la présence d'une délégation américaine, saoudienne, oui, et Lavrov pour la Russie. C'est assez pathétique. Comme je disais tout à l'heure que la réunion des Européens qui part d'un bon sentiment au départ, et c'est vrai que c'est un choc ce qui se passe, c'est un bouleversement total, c'est des types qui n'ont pas de muscles, qui ont un bras tout fin, et qui serrent leurs bras pour montrer un muscle qui n'existe pas. Je dis pas que ça me fait plaisir, je constate, et effectivement, Christophe Euxen, l'organisateur de la conférence sur la sécurité à Munich, habillé d'ailleurs, vous remarquerez, un peu comme le créateur de la conférence de Davos, pas de cravate, un espèce de col Mao, un peu italien, ça fait un peu italien, vous savez, voilà, ça fait un peu futuriste et en même temps avant-gardiste et pas conformiste, vous savez, ça fait un peu grand reset. On va créer une société futuriste, hyper sécurisée, et on gère tout ça, nous. On va un peu limiter les libertés des gens, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est en passant. Le même look, le même genre d'attitude, parce que le type, il entend Monsieur J.D. Vance, qui rappelle qu'il y a des militants anti-islam arabes qui ont brûlé le Coran. Moi, j'aime pas le blasphème, personnellement. Mais en Europe, c'est autorisé. Il rappelle juste que, en Suède, le pays, soi-disant, où la liberté était la plus poussée, maintenant, on fait un procès à un type qui n'a comme seul défaut que d'être le copain de celui qu'on vient de buter en pleine rue en Suède parce qu'il avait brûlé un Coran. Et encore, c'est pas un mec d'extrême droite européen, c'est un arabe musulman qui est contre sa propre religion. Moi, je n'aime pas le blasphème, mais c'est son droit. En Europe, c'est un droit. Il rappelle juste que le pays de la liberté enferme quelqu'un parce qu'il est juste complice de quelqu'un qui était contre sa propre religion. Il rappelle que c'est pas trop conforme aux valeurs européennes, ça ressemble plus à de la lâcheté qu'à véritablement des valeurs, parce que la Suède fait ça parce qu'elle a peur tout simplement du lobby islamique. Elle a eu beaucoup de problèmes aussi avec Erdogan qui a menacé souvent la Suède de pas la faire rentrer dans l'OTAN si les brûleurs de Coran n'étaient pas emprisonnés, etc. Il rappelle que un type qui a prié à 50 mètres d'un hôpital en Angleterre contre l'avortement, vous savez, ça se fait beaucoup. Maintenant, il y a des cathos.
Je parle pas de ceux qui seraient éventuellement agressifs. Moi, je parle des gens, ils font des prières à 30 ou 40 mètres d'un hôpital en disant quelqu'un va être avorté, une âme va être avortée, moi je prie pour son âme et pour que mes prières fassent en sorte que le médecin ne le fasse pas. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus arriver comme les BlackRock, les Black Blocs. C'est pas comme les Black Blocs, tout casser. C'est pas comme beaucoup de militants écolos ou extrême gauche, tout casser, voire frapper des gens. Non, c'est juste prier à quelques dizaines de mètres d'un hôpital. Le type a été emprisonné. En Angleterre aussi, on a emprisonné à plusieurs reprises ou traduit dans des procès très très lourds des gens juste pour avoir fait des tweets qui remettaient en question l'immigration. Enfin, ça devient assez impressionnant, la limitation des libertés. Et pour avoir rappelé que, de son point de vue, ce qui menace le plus l'Europe de l'Ouest, il n'a pas parlé de l'Ukraine. Il disait pas que la Russie n'est pas une menace pour l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'est pas membre ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne. Il dit, vous, Européens de l'Ouest, la menace que je vois la plus géocivilisationnelle pour vous, c'est la menace d'une immigration incontrôlée, donc sous-entendu islamique, par rapport à vos propres valeurs auxquelles vous avez renoncé, que ce soit les valeurs chrétiennes ou les valeurs de liberté et de démocratie. Mais moi, j'ai vu le texte, on peut ne pas être d'accord, on peut être choqué, mais il l'a pas dit de manière vulgaire. Il y a eu, à un moment, il a dit « je ferai de l'humour », nous aussi, d'ailleurs, on a eu des gens comme ça qui voulaient limiter la liberté jusqu'à pas très longtemps. Il faisait allusion à l'administration Biden et à la politique américaine qui a longtemps été très moraliste et liberticide. Et donc, il a même dit « nous aussi, on a fait un peu la même chose ». Donc, c'était pas aussi caricatural et donneur de leçons de morale. Il a juste dit ce qu'il pensait vraiment. Dans une conférence sur la sécurité, il a dit quelle était la menace qui remettait plus en danger, qui mettait le plus en danger la sécurité européenne. Et l'organisateur de cette conférence de la sécurité, donc vous êtes d'accord que quand vous faites une conférence sur la sécurité, c'est quand même un thème, j'allais dire entre guillemets viril. Je suis pas viriliste, hein, comme certains, mais c'est quand même un thème. Enfin, c'est pas bisounours. La sécurité, ben, c'est la guerre, c'est la justice, c'est le terrorisme, c'est les agressions. Ça peut être la sécurité civile, la sécurité policière, ça peut être la sécurité au sens géopolitique, la stratégie en Europe, les risques de guerre. C'est quand même des sujets très virils. Et le type, il pleure comme une femmelette. Excusez-moi, j'ai rien contre lui, mais il pleure comme une femmelette en montrant bien. Je sais même pas s'il a eu l'alarme, parce que moi, je me méfie des gens qui bougent leurs lunettes et qui font ça ostensiblement. Si on a des larmes, je suis sûr que ça vous est arrivé, parfois on a des larmes aux yeux, mais si on est un peu digne, on retient sa larme, elle coule, mais on fait pas ça exprès visiblement. Justement, on la cache. Un peu comme, vous savez, Al Pacino dans Le Parrain 3, son fils joue une musique magnifique, il est très ému, la scène est magnifique, c'est très difficile à jouer, et il singe le type qui a envie de pleurer, mais qui contrôle à mort ses larmes. Le visage, c'est extrêmement bien fait. On sent que le mec, il pleure à l'intérieur, mais il est très dur à l'extérieur. Un homme, normalement, il fait ça. Surtout un type qui s'occupe de sécurité. C'est comme si un mec d'art martial, il chialait parce que on lui a dit, je sais pas, le type, il était un peu plus rapide que toi. Non. Et le monsieur qui a organisé cette conférence, parce que un leader américain qui a montré qu'il était présidentiel, parce que là, il a marqué un coup énorme. Vance a été très charismatique. On peut ne pas aimer le fond, mais il a fait preuve il a fait un coup, à mon avis, qui est très orienté. Hein. Il a voulu montrer qu'il existait. Là, il a montré qu'il était le vice-président, et pas qu'un vice-président pantin. Qu'il était capable, d'ailleurs, juste après, beaucoup de commentateurs, pour et contre, ont dit, ce type, on voit qu'il veut être le successeur de Trump, si Trump meurt, ou s'il y a une suite après Trump, à l'intérieur de sa mouvance. Donc, que la personne qui organise cela pleure en disant ça va être très difficile de continuer. Mais c'est incroyable. Mais vous vous rendez compte, l'aveu de fragilité? Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Il vous le dit assez poliment, même si le fond est dur. Il vous le dit poliment. Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que l'ennemi, c'est pas la Russie, c'est votre incapacité à assurer des valeurs de liberté et votre incapacité à lutter pour protéger vos frontières contre une immigration devenue civilisationnelle et plus une colonisation de peuplement qu'une simple immigration. Vous savez, l'immigration, ça existe partout. Mais dans la plupart des pays du monde, un migrant, il est là. On lui donne pas la nationalité. Il fait pas venir forcément toute sa famille et il peut repartir. L'immigration, c'est vrai qu'on ne peut pas l'empêcher, ça a toujours existé. Mais ce qui est nouveau en Europe, c'est que c'est une immigration de peuplement
où on a tous les droits, même quand on n'est pas encore naturalisé, on a tous les droits d'office. Et la grande idée de ces 20 dernières années, c'est que le non-citoyen doit avoir les mêmes droits sociaux, politiques, y compris les droits de vote, c'est la tendance. Il doit avoir tous les droits alors qu'il n'est même pas citoyen. Alors imaginez quand il est naturalisé, alors là il a même carrément plus de droits que vous. C'est ça qui a été remis en question, parce que au Qatar et aux Émirats, il y a beaucoup d'immigrés, il y a même beaucoup plus d'immigrés que d'habitants. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Parce que le migrant est là, il a son job, il fait son fric, il est très content. Moi j'ai vu les Indiens qui vendent de l'or aux Émirats, ils sont pas mécontents, hein, mais ils savent que c'est pas open bar, que c'est pas je viens avec toute ma famille et je m'installe et je deviens un Émirati. Non, je reste à ma place, je suis indien, j'envoie l'argent en Inde, ça fait vivre des familles en Inde, je déplace pas des familles entières, je fais mon job et de temps en temps je retourne en Inde, parfois je vais même retourner définitivement en Inde une fois que j'ai fait mon blé, je m'achète une belle maison dans mon village natal. C'est ça l'immigration dans la plupart des pays. Donc ce que dénonçait Vance, c'est pas du tout l'immigration au sens qu'elle existe. C'est une immigration de peuplement d'une civilisation de plus en plus hostile, puisque on ne peut pas se cacher, il y a une hostilité entre les valeurs de beaucoup de pays musulmans et les valeurs wokistes, bisounours de l'Europe pro-LGBT. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein. Je dis pas qu'LGBT c'est super, que les valeurs de la charia c'est horrible, je suis même pas dans le jugement. Mais vous êtes d'accord que quand on a une Europe LGBTiste, où le must du must, c'est les minorités sexuelles, et le droit des femmes et la parité et l'écologie. Et de l'autre côté, vous avez des types qui viennent d'une civilisation qui pensent, parce qu'il y a de plus en plus de lois radicales dans les pays musulmans, qu'un blasphémateur doit être minimum condamné, et voire même ceux qui le tuent n'ont pas tout à fait tort. Vous imaginez le choc de valeurs. C'est ça qu'a voulu dire Vance. Prenez vos responsabilités. Si vous faites venir des millions de personnes qui pensent en gros qu'un blasphémateur, il mérite d'être soit emprisonné à vie, soit égorgé, et que le mec qui l'a égorgé, bon, c'est pas bien, mais on le comprend, parce que quand même on a provoqué le prophète, c'est quand même pas un truc super compatible. Ça va pas durer longtemps, la paix en Europe. Et il leur dit, le problème de sécurité, c'est ça. Vous avez deux civilisations totalement incompatibles. Et vous voyez, je dis même pas que l'islam a tort, que l'Europe a raison. Je dis juste que c'est pas compatible. Le LGBTisme et la charia, il y a rien de plus incompatible. Et vous voulez faire vivre ça ensemble, ça va péter. À un moment, le type qui est pour la charia, excusez-moi, il va éclater le LGBTiste ou le type qui est pour le wokisme. Et pour avoir dit ça, le mec chiale, l'organisateur de la conférence chiale, il se fait même consoler par une dame au premier rang, comme un petit garçon qui va voir sa maman, son jupon, parce qu'on l'a agressé à la cour de récréation. Non mais, vous vous rendez compte, dans le monde multipolaire, en Inde, en Turquie, en Chine, en Russie. Alors en Russie, j'imagine qu'il y a dû y avoir des émissions en montrant, regardez les Européens qui chialent dans les bras d'une maman de rechange au premier rang après une conférence. Un mec qui organise un truc sur la sécurité. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc moi je pense que tout cela c'est assez pitoyable. Il est temps que les Européens deviennent adultes. Et c'est pour ça que certains ont communiqué en montrant, là il y a des bambins imberbes, bisounours et végétariens qui se réunissent en pleurant. Oh, c'est pas bien, Trump nous abandonne, l'OTAN risque de perdre son principal sponsor, c'est pas gentil, ils sont munichois, ils sont pas gentils, et ils sont du côté des méchants. Et nous, on est des gentils. Et de l'autre côté, vous avez la photo à Riyad, ça me permet d'aller, c'est peut-être la future question sur Riyad. À Riyad, on a des mecs qui se réunissent, Marco Rubio, civilisationniste, Huntingtonien, anticommuniste, fils d'immigrés hyper intégrés, plus WASP que les WASP, c'est un latino WASP, bien cow-boy, bien pro-cow-boy, qui a rallié Trump après l'avoir combattu, mais qui est vraiment, il représente l'Amérique évangélique bien combative, qui veut presque une guerre des civilisations contre les ennemis de la chrétienté. On a Ushakov, qui est un émissaire, ancien ambassadeur de la Russie aux États-Unis, qui connaît très bien son dossier, qui était envoyé là parce que justement il a été ambassadeur de Russie aux États-Unis, donc il connaît très. C'est une réunion à Riyad pour voir en quoi l'Amérique et la Russie ne s'entendent pas, quels sont les contentieux et comment on peut faire, parce que ni nous ni vous avons un intérêt à se taper dessus, ça finirait trop mal. Comment on va pouvoir s'entendre? Un peu comme Erdogan et Poutine après 2015, après l'affaire des avions abattus, hein, ils s'étaient rencontrés. Voilà, soit on se tape dessus, mais on va tous y perdre,
soit on va trouver un terrain d'entente, et depuis, ils sont d'accord pour pas être d'accord. Et ils font des accords de déconfliction, ils se partagent des zones. Tu prends un peu la Syrie, mais moi je vais en Libye. Toi, tu prends un peu l'Azerbaïdjan, mais moi j'y trouve mon compte parce que je vais vendre quand même mon pétrole avec l'Azerbaïdjan. Donc finalement, c'est pas forcément un échec pour la Russie. On trouve des deals à la virile, et là, c'est pas des mecs qui pleurent. C'est des mecs adultes qui ont un discours franc. Les Européens, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils pleurent. Parce qu'ils sont tellement dans leur bisounoursisme idéaliste. Le mec a pleuré, l'organisateur de la conférence de Munich, parce que on leur a montré qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais vous vous rendez compte, à Riyad, les types sont arrivés assez froids. Hein, vous voyez les deux équipes. Il y avait les Saoudiens neutres, tout contents d'être réhabilités, l'Arabie Saoudite qui était traitée de criminelle par Biden. Et on a les Russes et les Américains qui sont pas du tout d'accord. Au début, c'est froid. Mais là, c'est des adultes. Ils pleurent pas quand on n'est pas d'accord avec eux. Ils se disent justement, nous sommes à Riyad pour voir en quoi on n'est pas d'accord. Et nous, on va pas pleurer si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi. On va voir entre adultes comment on peut trouver un moyen d'être d'accord, de pas être d'accord. Premièrement, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, et comment on peut même trouver carrément des zones de convergence parce qu'on a peut-être un intérêt commun. Vous, à long terme, les Chinois, c'est pas vos amis. Nous, à court terme, c'est déjà pas nos amis. À long terme, ça risque d'être un ennemi à tous les deux. Est-ce qu'on a intérêt, nous, à s'entretuer? Parce qu'on n'est pas loin de s'entretuer. D'ailleurs, on s'entretue indirectement, puisque les Américains donnent des armes pour tuer des Russes, et vice-versa, et des Russes donnent des armes pour tuer des pro-américains, voire quelques Américains officieusement présents en Ukraine, sous faux drapeaux, etc. Donc, on a tout intérêt, finalement, à voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, il y a les imberbes adolescents qui pleurnichent parce que leur maman leur ancien tuteur a dit je suis pas d'accord avec toi, on pleure. Et il y a les adultes d'un autre côté qui sont contents d'être pas d'accord et qui vont voir comment on peut trouver un deal entre personnes, je répète, qui ne sont pas d'accord. C'est pas des gens qui sont d'accord, les Russes et les Américains, mais ils vont voir comment ils peuvent trouver des points de déconfliction, voire d'entente cynique sur des dossiers. Par exemple, Exxon, l'Arctique, le pétrole de l'Arctique, ça a été abordé. Là, on peut trouver un énorme accord. Exxon a perdu 300 milliards avec ses sanctions contre la Russie depuis la guerre. 300 milliards. Or, Trump, c'est pas le lobby écolo, c'est, même s'il y a Musk avec les voitures électriques, Trump, c'est surtout, avant tout, parce qu'en Amérique, il y a des lobbies partout, c'est le lobby du pétrole. Trump, rien à foutre du climat et des accords de Paris, c'est le pétrole. Et là, Russes et Américains peuvent avoir une grande coopération en pétrole. Et les deux ont besoin d'un pétrole qui soit au-dessus de 40 ou 50 $. Parce que le gaz de schiste américain et le pétrole de schiste américain n'est pas rentable si on est en dessous de 40 $ ou 50 $. Les Russes disent qu'ils peuvent tenir jusqu'à un pétrole à 30 $ pour boucler leur budget. Mais c'est quand même mieux 50. Donc en fait, même sur le prix du pétrole, on a dit que les Américains voulaient terrifier les Russes quand Trump a dit oui, s'ils veulent pas signer, si les Russes sont pas raisonnables, je les ruine en faisant baisser le prix du pétrole. L'Arabie Saoudite n'est pas d'accord pour que ça baisse trop et trop augmenter les quotas. Donc en fait, Saoudiens, Russes et Américains, ils ont en fait des accords en commun sur la gestion mondiale du pétrole parce que tous veulent un pétrole pas trop bas, sinon c'est plus rentable. Alors justement, dans cette photo, j'avais l'impression de revoir un remake post-Seconde Guerre mondiale. Oui. Où on a d'un côté, encore une fois, les États-Unis, cette fois la Russie et non pas l'URSS, mais qui de nouveau se partagent l'espèce de gâteau mondial avec des pays satellites, avec effectivement, vous le rappelez, la Syrie, chacun garde un territoire, etc. Est-ce qu'on est en train de revivre un remake avec deux blocs, où le troisième bloc, qui était censé être l'Union européenne et l'Europe, est totalement effacé? Alors je pense qu'on est carrément dans le jeu de Go plus que dans l'échec, et dans le multi-alignement et le multipolarisme plus que dans le néo-bipolarisme. Je m'explique. Je parlais avec un stratège malien il n'y a pas très longtemps. Il me disait, nous, on est proche des Russes. Et moi, je parlais comme un occidental, je le pensais pas, mais je disais, oui, mais est-ce que c'est compatible avec les Turcs? Je savais la réponse, je pense que c'est compatible. Il me répond, mais vous avez tout faux. Il n'avait pas compris que je parlais en faisant l'avocat du diable. Il me dit, vous avez tout faux. Dans le nouveau monde, on peut être à la fois avec un type et avec son ennemi. Si moi, je suis une tierce personne, puisque moi je suis, par exemple pour la Palestine et Israël, si je suis ni israélien ni palestinien, et que je suis très cynique, qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement? Je vais voir ce qui va être dans mon intérêt, donc, et si je suis pas ni ukrainien ni russe,
finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je puisse tirer mon épingle du jeu. Donc, dans le monde multipolaire, on a des États comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Turquie, l'Inde, qui ne sont ni unipolaristes, ils sont contre l'unipolarisme américain, ils ne sont pas non plus bipolaristes, comme à l'époque de la guerre froide, ils sont ce qu'on appelle des multi-alignés opportunistes. Le multi-alignement, c'est encore plus loin que le non-alignement. On est multi-alignés. L'Inde est alignée sur l'Amérique dans le quadrilatéral alliance, contre la Chine. C'est une structure de sécurité et de coopération qui est une sorte d'antichambre d'une OTAN asiatique contre la Chine. Donc c'est quand même du lourd, c'est pas juste vendre quelques produits. Mais l'Inde est ultra alignée avec les Russes sur certains systèmes d'armes, alors qu'elle fait aussi de l'armement avec les Européens. Et l'Inde achète à fond le pétrole et le gaz russe, ce qui permet à la Russie de continuer à écouler ses hydrocarbures. Donc on a des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats ou la Turquie qui sont à la fois du côté des Ukrainiens et du côté des Russes, à la fois du côté des Américains et des Russes et des Chinois. Tantôt, donc l'Inde par exemple est avec les Chinois économiquement, mais elle est totalement contre les Chinois stratégiquement. Mais les Chinois ne lui en veulent pas spécialement. On est ennemis, mais comme on est entre adultes, on sait qu'entre adultes, on n'est pas obligé d'être d'accord et on n'est pas obligé de pleurer quand on n'est pas d'accord. Donc on dit, ok, toi t'es mon ennemi dans tel domaine et là je t'ai à l'œil, mais là, en attendant, on peut faire du business ensemble. Et là, c'est là qu'un occidental manichéen, avec les biens, le bien, le mal, le méchant, le gentil, le ruskov, l'anti-ruskov, ils peuvent rien comprendre. Un de mes amis israéliens me disait, mais comment tu peux être contre la guerre en Ukraine, les Israéliens ont comme ennemis les Iraniens, et les Iraniens, c'est les amis des Russes. C'est dégueulasse, parce qu'il croyait que j'étais pro-russe. Il me dit, t'es pro-russe, c'est dégueulasse, parce que nous, Israël, on est contre l'Iran, et l'Iran est avec la Russie. Donc, si t'es pas vraiment pour la guerre contre les Russes, c'est comme si t'étais contre Israël. Je lui dis, mon ami, même des Israéliens disent que ça marche pas comme ça. C'est comme Bachar el-Assad. Bachar el-Assad avait une énorme coopération sécuritaire avec les Israéliens, comme les Russes d'ailleurs, pour pouvoir bombarder les bases du Hezbollah et des milices iraniennes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la géopolitique, c'est pas noir et blanc. Et en fait, je peux être, moi, la Russie, Poutine, a toujours défendu Israël dans les faits réels. Il a toujours permis à Israël de défendre sa sécurité. Et pourtant, il est allié au pire ennemi d'Israël. Et oui, quand vous êtes un pays tiers, vous n'êtes pas dans la belligérance des deux autres. Donc, vous pouvez être à équidistance. C'est ça le nouveau monde multipolaire. C'est ce que fait l'Amérique et l'Arabie Saoudite. En fait, pour conclure, Trump, c'est étonnant, hein. On pourrait dire, en tant que WASP, White Anglo-Saxon Protestant, très très proche du lobby protestant évangélique, etc. On pourrait dire c'est vraiment le contraire du multipolarisme, parce que beaucoup de gens croient que le multipolarisme, c'est en fait tous ceux qui sont contre l'Amérique. C'est pas du tout ça. Le multipolarisme, c'est qu'il y ait plusieurs pôles où chacun a sa zone d'influence, sa chasse gardée, son jardin, on l'appelle ça comme on veut, son étranger proche, sa doctrine Monroe à lui, surtout les gros, bien sûr, ça c'est plutôt un apanage des gros. Et ça c'est le monde multipolaire. Si le monde multipolaire, c'est des zones d'influence jalousement gardées, avec certes un primus inter pares, l'Amérique, mais l'Amérique, elle accepte que les Russes aient leur zone. La preuve, Trump a dit récemment, si on n'avait pas emmerdé les Russes avec l'encerclement, avec la promesse d'adhérer à l'OTAN inscrite dans la constitution ukrainienne, les Russes n'auraient pas envahi l'Ukraine. C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. Trump est un homme, en fait, du monde multipolaire. Bizarrement, le type de la nation accusée d'être unipolariste, à sa tête, nous avons un président qui est multipolariste. Il est pour le monde multipolaire puisqu'il est pour l'acceptation qu'on ne répande pas nos valeurs chez les autres. Le chinois peut être chinois antidémocrate, l'émirati peut être antidémocrate, même le qatari et le saoudien, on n'a rien à foutre. Ils peuvent même zigouiller leur opposition chez eux. J'en ai rien à foutre parce que moi je suis multipolariste, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre que quelqu'un soit pas libéral comme moi, pas démocrate comme moi. Trump est vraiment, on pourrait presque dire, l'homme le plus multipolariste. Et d'ailleurs, qui est-ce qu'il lit? Je conclue là-dessus. Un des livres favoris, les deux penseurs favoris, il y en a trois plutôt, mais les deux parmi les favoris de Trump et de son équipe, c'est Kissinger, qui voulait justement faire la paix à la Russie pour découpler la Chine de la Russie. L'inverse de ce que Kissinger avait fait dans les années 72, il avait favorisé une réconciliation avec la Chine contre la Russie. Depuis des années, Kissinger disait qu'il faut faire l'inverse, puisqu'aujourd'hui, des deux, c'est la Chine le plus capable de défier l'hégémonie américaine. Et
la deuxième référence de Trump, qui n'est pas connue, c'est le livre Who We Are, Qui sommes-nous, de Monsieur Huntington. Pas uniquement le choc des civilisations, qui sommes-nous? Et c'est là que Huntington, dans son dernier livre, il dit « Nous sommes à la croisée des chemins, c'est les dernières années où l'Amérique peut rester américaine. Après, ce sera dilué dans un globalisme, ce sera l'Amérique latine. » Moi, j'ai rien contre les latinos, je suis moi-même latin, mais c'est la vision civilisationnelle de Trump. Mais deuxième chose que dit Huntington dans tous ses livres, il faut que l'Occident renonce à l'arrogance. C'est un terme totalement tiers-mondiste et qui plairait à tous les néo-anticolonisateurs. Huntington, on le dit jamais, on l'a présenté comme l'homme des chocs des civilisations, l'Occident arrogant. C'est l'inverse. Huntington, dans sa conclusion du choc des civilisations, il dit l'Occident, l'une des conditions pour que l'anti-occidentalisme diminue, c'est de renoncer au prosélytisme arrogant, à son arrogance et à vouloir donner des leçons de morale quand c'est pas strictement nécessaire pour l'intérêt national. C'est exactement la stratégie de Trump. Donc vous voyez, il a l'air débile, inculte et je sais pas, adolescent, tout le monde dit ce qu'il veut sur Trump. Ben en fait, il applique les préconisations du plus grand stratège de la guerre froide après George Kennan, c'est-à-dire Henry Kissinger, et du plus grand professeur de Harvard, adepte du paradigme des civilisations, Samuel Huntington. C'est pas non plus des références tout à fait débiles ou inexpérimentées. Et il est aussi, enfin, il est aussi très influencé par l'école qu'on appelle le réalisme offensif, l'école des relations internationales, du réalisme offensif, donc c'est Mearsheimer et Walt. Cette école dit qu'il ne faut pas se mêler des conflits externes et il faut pratiquer le balance, hein, ce qu'on appelle le offshore balancing. Dans la théorie des relations internationales réaliste offensif, c'est le courant qui est proche de Trump, c'est pas de l'isolationnisme, c'est le offshore balancing, c'est-à-dire je fais au maximum en sorte de ne pas avoir à m'impliquer directement dans un conflit et je délègue un conflit à des acteurs régionaux. C'est pas tout à fait débile, c'est l'école dominante des relations internationales et c'est exactement la politique de Trump. Et enfin, le gouvernail de Trump, c'est les citoyens américains et la prospérité américaine. Tout ce qui va dans le sens de my money back, des bénéfices pour moi, plus d'emplois, moins de taxes, plus de compétitivité, de l'énergie pas chère, je prends. Que ça soit de la renouvelable, du nucléaire ou de l'hydrocarbure. Donc, on oublie aussi que Trump, on n'est plus habitué en Europe, c'est un type qui veut mettre en application son programme. La prospérité américaine, America First, les intérêts des Américains en premier, comme Thatcher avec My Money Back, qui disait que l'Angleterre payait trop à l'Union européenne par rapport à ce qu'elle gagnait. Alexandre Delval, merci. Merci à vous. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. C'est très important pour le référencement. Et surtout, donnez-nous votre avis en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine.